C'est un immense documentariste qui nous a quittés hier. Frédéric Wiseman est mort à l'âge de 96 ans à Cambridge, Massachusetts. C'est difficile à dire. Les Midis de Culture ne pouvaient pas ne pas saluer la mémoire de cet observateur infatigable de l'Amérique d'abord et de son théâtre social. Hôpitaux, institutions psychiatriques, tribunaux, commissariats, lycées. Dès la fin des années 60, Wiseman a capté les fractures du modèle états-unien. En 1975 sort Welfare, son chef-d'œuvre sur un centre d'aide sociale à Manhattan. Mais on aurait tort de le résumer à un cinéaste de la pauvreté ou de l'exclusion. Agence de mannequins, station de ski, grand magasin. En 50 ans, il a aussi scruté des lieux de socialisation tout à fait bourgeois. On se souviendra aussi que Frédéric Wiseman avait un lien fort avec la France. Il a notamment posé sa caméra à l'Opéra de Paris, dans un grand restaurant et même au Crazy Horse. Frédéric Wiseman, son œuvre et son héritage, c'est le programme de cette édition spéciale des Midis. I wanna go to downtown. That's where I long to be. Highly, highly, highly low, just you and me. I wanna ride on the ship, and on the merry-go-round. Oh, what a joy to be on the air. L'interview n'est pas la vie normale. À mon avis, le vrai sujet pour mes films documentaires, c'est la vie quotidienne, la vie ordinaire, et une vie qui n'est pas différente quand la caméra ne tourne pas. On vient d'entendre un extrait de Titicut Follies, le premier documentaire de Frédéric Wiseman, tourné entre les murs de l'hôpital psychiatrique et pénitentiaire de Bridgewater dans le Massachusetts. Le film est sorti en 67, il sera interdit très très vite, et ce jusqu'en 91. Pour parler de l'œuvre de Frédéric Wiseman et du cinéaste qu'il était, je vous présente mes invités. Julie Deliquet, metteuse en scène, directrice du théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Vous avez adapté le documentaire de Wiseman, Welfare, sur scène, c'était en 2023. Bonjour. Bonjour. Charlotte Garçon, à distance, vous êtes critique de cinéma, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charlotte. Arnaud est critique et programmateur à la Cinémathèque du documentaire, directeur de la rétrospective Wiseman Nos Humanités qui a été présentée l'année dernière au centre Georges Pompidou. Bonjour. Bonjour. Et puis par téléphone également le documentariste Nicolas Philibert, auteur entre autres d'Être et Savoir, Nénette et Sur l'Adamant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue vraiment à toutes et à tous. Pour commencer, tout simplement, j'ai envie de vous demander, les unes et les autres, le film qui a été votre porte d'entrée dans le monde de Frédéric Wiseman. Arnaud, et par exemple. Ah, c'est pour moi. Ah, c'est pour vous. Je pense que c'est Titicut Follies. Voilà, le tout premier. Voilà. Julie Deliquet. Je ne vais pas être originale, moi c'est Welfare. Oui, Welfare. On va revenir d'ailleurs sur la façon dont vous vous êtes emparé de ce documentaire. Charlotte Garçon, votre entrée dans le monde de Frédéric Wiseman. Alors moi, c'était une rétrospective à New York, au Lincoln Center en 2000. Et je me souviens d'avoir vu d'abord High School, donc l'un de ses premiers films, son deuxième exactement. Et je n'ai pas tout de suite aimé. On pourra développer éventuellement. Et puis ensuite, bien sûr, le choc de Welfare. Nicolas Philibert. Les premiers films que j'ai vus, le premier c'est Welfare. Ouais. Et sitôt après Law and Order, Hospital et Juvenile Court. On est à l'occasion d'une toute première petite rétrospective à Paris. Et c'est quelque chose qui a été marquant pour vous? C'est quelque chose qui a été un choc très profond. C'est quelque chose qui a été pour moi extrêmement important, qui m'a au fond qui m'a donné envie de faire des films, qui m'a tout d'un coup fait découvrir une Amérique tout autre que celle que montrait l'usine à rêves. Ouais. Et je découvre là un cinéaste, je dirais presque du non-événement, du non-événementiel, quelqu'un qui s'intéresse à la vie quotidienne, aux petits riens de la vie, à ceux qu'on ne voit jamais au cinéma, mais pas seulement, mais tout de même, des gens paumés, drogués, malades,
à des repris de justice, à des gens qui sont aux travailleurs, à ceux qui sont au chômage, qui sont déshérités. Euh, c'est une porte, c'est une immense fenêtre qui s'ouvre, la découverte du cinéma de Wiseman. C'est cette idée que c'est tout d'un coup la découverte d'un cinéaste qui ne juge pas, qui filme sans jamais juger, ni railler, ni caricaturer, ni moquer, qui ne tombe jamais ni dans la simplicité, la facilité, le voyeurisme, la vulgarité ou le pittoresque. C'est quelqu'un qui prend au sérieux toutes celles et ceux qu'il filme, qui est à l'écoute et qui nous montre la complexité des choses. Arnoé, j'aimerais, si c'est possible, avec vous, revenir un peu sur qui il était, de quelle façon son histoire personnelle a pu éclairer son œuvre, en tout cas guider son travail qui suivra. Ah, c'est une grande question et je vais être très précautionneux parce que Fred Wiseman était très pudique et très secret. C'est par contre l'enfant de personnes qui ont fui l'Europe et les pogroms, de parents juifs, son père juif ukrainien. On est là à la fin du 19e siècle et c'est quelque chose qui, à mon sens, structure véritablement son œuvre. Il y a une sorte d'écho, par exemple, je trouve, dans son œuvre par rapport à la condition afro-américaine, qui sont les grands opprimés du temps des années 60 et 70, aussi avec des politiques qui sont censées, on va dire, faire progresser cette condition. Mais c'est très, je pense que cette attention sur les grands opprimés de son temps est, par exemple, voilà, un écho à sa biographie, on peut le dire. Charlotte Garçon, est-ce qu'on peut revenir sur on va dire, la grammaire cinématographique de Wiseman, quand Nicolas Philibert parlait à l'instant, voilà, de ce regard qui n'est jamais surplombant, qui ne cherche pas le pittoresque? Il faut peut-être dire que c'est rendu possible par le tournant des années 60, technologique, puisque les caméras avec un son synchrone et qui sont légères puisqu'elles sont en 16 millimètres lui permettent de pratiquer ce qu'on appelle le documentaire direct, le cinéma direct. Et il fait confiance entièrement au cinéma direct. C'est-à-dire que ces films sont sans commentaire, sans carton explicatif, sans voix off, sans entretien face caméra. Et ça, c'est déjà la première caractéristique de ce cinéma. Et puis l'autre, c'est le temps et le soin et l'intelligence, et même, on peut dire, je crois, le génie qu'il place dans le temps de montage, Oui. et dans ce que le montage fait émerger de dramaturgie. Mais j'emploie le mot pour que Julie Deliquet Voilà, exactement. y réponde. Eh ben justement, la dramaturgie, Julie Deliquet, quand vous découvrez où elle faire. Oui, mais c'est vrai que c'est la question de l'écriture, en fait, qu'il défendait beaucoup, c'est-à-dire la question de l'écriture par le montage et le fait qu'effectivement, il a une œuvre qui n'est pas là pour juger, qui n'est pas là pour même dire, qui écoute, puisque lui, il perche. Et du coup, il y a cette... Alors, il perche, il faut expliquer. C'est lui Voilà, qui c'est tenait lui la qui perche. tenait la Voilà, perche. Une perche, une caméra, mais Voilà. il tient le son. Et quand même, ce rapport à l'écoute et ce rapport après à l'écriture, je me rappelle lui poser la question, mais Fred, qu'est-ce qu'il y a de commun dans vos 50 films? Et il me répond, mais c'est moi. Ouais. Et c'est vrai. Et je me dis, mais oui. Et du coup aussi, cette question du regard artistique et d'écrire. Je crois que la question de l'objet vérité était vraiment pas une question chez lui. Et du coup, il dit, dans mes films, vous n'auriez pas pu voir la même histoire avec votre seul œil humain.
Mmh. Et qu'en fait, effectivement, il raconte, et je me rappelle, pour compléter ce qui a été dit, dans les derniers déjeuners qu'on a pu faire, c'est la première fois qu'il m'a parlé du souvenir de la voix d'Hitler qui passait à la radio quand il déjeunait avec ses parents, Mmh. de la voix de Staline, de l'antisémitisme qu'il avait subi à l'université en tant qu'étudiant. C'est-à-dire qu'il y avait tout un pan aussi de lui qu'il mettait aussi de façon discrète, hein, je veux dire invisible Mmh. quasiment. Mais je pense qu'il ne s'oubliait jamais en tant que sujet qui écoute et du coup après qui écrit. Mmh. Et c'est ce dialogue-là qu'il a eu avec moi. Nicolas Philibert sur justement voilà sa façon de se positionner techniquement aussi, hein, ce tournage léger. Comment vous avez observé ça, vous, et qu'est-ce que vous en avez retiré peut-être? Alors c'est un cinéaste qui disparaît, si j'ose dire. Il est en même temps très très présent à ce qu'il fait, mais chez lui, il n'y a pas de regard caméra dans ses Mmh. films. Il fait comme s'il était invisible. Euh, et c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des films il le dit, pour apprendre, Mmh. pour comprendre le monde dans lequel on est, comprendre quelle est sa place, pour comprendre à travers. Tout est montré sous l'angle de la densité, de la complexité. Les choses ne sont jamais réduites. C'est un cinéaste qui fait un cinéma, au fond, éminemment politique, mais sans jamais tomber dans un discours, dans l'idéologie, dans la simplification, et encore moins dans les slogans. Les films sont longs parce qu'il faut du temps il faut du temps pour comprendre, et il faut suspendre Mmh. et pour suspendre le jugement, au fond. Il faut suspendre son jugement si on veut comprendre. C'est ce qu'il fait. Ça ne l'empêche pas d'avoir ses propres opinions. C'est quelqu'un qui est profondément... c'est un grand démocrate, si je puis dire. Mmh. Chacun a droit à se donner à entendre, à parler dans ses films. Et c'est quelqu'un qu'on a campé comme le cinéaste de l'institution, mais c'est bien plus que ça. Ouais. C'est un cinéaste du visage. Il a filmé des dizaines de milliers de visages. C'est un grand coloriste. Il suffit de voir In Jackson Heights ou bien Un couple pour voir le plaisir qu'il a à filmer des parterres de fleurs, le marché, les fruits et légumes sur le marché. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer dans simplement le cinéaste de l'institution. C'est un cinéaste de la comédie humaine, tout simplement. Je voudrais qu'on écoute à présent, si vous le voulez bien, une autre réalisatrice, documentariste également, c'est Claire Simon. Elle s'exprimait il y a, je pense, 2 ans ou l'année dernière, avec vous d'ailleurs, je crois, Arnaud Hay, sur le travail de Wiseman. Le parti pris de Wiseman, c'est quand même l'effacement, pas d'histoire, pas de personnage principal, pas d'interview. Un type qui s'enregistre, c'est quand même autre chose. C'est donc une radicalité qui est arrivée à cet homme en 1967, une telle radicalité, mais c'est absolument incroyable, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un type qui dirige des programmes documentaires qui dira ça. Ils diront tout le contraire. Une histoire, des belles scènes, on suit un personnage, etc. C'est tout le contraire. En 67, et il n'a jamais dérogé à ça. Hein. C'est vraiment... C'est-à-dire que le système de Wiseman, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de temps. Voilà, et on revient sur la question du temps avec Claire Simon. Elle évoque là vraiment ce documentaire qui a ouvert l'émission Titi Cut Follies. Tout est là dès le départ, Arnaud Hay. Oui, alors, disons que je pense qu'on peut faire vraiment partir le cinéma de Frédéric Wiseman tel qu'il a été décrit par Nicolas Philibert, avec Law and Order, qui vraiment met en place autour d'une question où l'opinion de Wiseman est toute faite, qui est celle de la
police et de sa brutalité, de son arbitraire. Et il fait un film tout en complexité, avec des scènes d'une brutalité insupportable, mais aussi une humanité, quelque chose qui est de l'ordre du service public, de la paix civile. Et c'était, disons, pas son opinion de citoyen. C'est devenu son opinion de cinéaste dans Law and Order. Dans Titicut Follies, par exemple, je sais qu'il a des remords sur certains points de montage qui sont trop explicites, justement, qui ne parviennent pas à formuler cette complexité et ce côté peut-être indéchiffrable du monde, tel qu'il nous l'a ensuite décrit. High School est aussi peut-être encore pas tout à fait dans ce jeu de points et de contrepoints d'équilibriste. Et je crois que c'est avec Law and Order que se met en place cette complexité du monde, tout en n'ayant jamais à l'esprit qu'il ait des pensées de sympathie pour ce policier qui étrangle quelqu'un à l'écran dans Law and Order, Alors, par exemple. je pensais passer cette archive plus tard, mais on a une archive justement qui se trouve dans les masterclass en 2017, les masterclass de France Culture, où Frédéric Wiseman commente justement ce qui se passe devant sa caméra, et c'est à l'occasion du tournage de Law and Order. On l'écoute. La plupart des gens ne sont pas assez bons comédiens de changer leur comportement parce qu'ils sont filmés. S'ils acceptent l'idée d'être filmés, ils n'ont qu'un rôle. Le meilleur exemple de ça, c'est dans un film, c'est Law and Order. Avec les polices et une femme qui est une prostituée. En descendant les escaliers de l'hôtel, elle a attaqué, il a tombé, et elle est en fuite. Et elle a téléphoné à la voiture de police, et nous étions dans la voiture de police. Nous sommes allés à l'hôtel, et un ouvrier à l'hôtel a dit que la femme est dans la cave. Et un des officiers a commencé à étrangler la femme. Et puis il la laisse tomber, et puis elle dit à l'autre officier qui garde ses bras, il essaie de m'étrangler. Et l'autre officier dit, non, vous imaginez ça. Et vous le voyez dans le film. Mais je crois que cet officier a commencé à étrangler cette femme parce qu'il a pensé, ça c'est la façon juste de traiter avec une femme qui a attaqué un officier. Et il a pensé que c'est juste. Et ça c'est un exemple extrême des choses qui passent toujours. Nous tous pensons que nous agissons dans une façon juste. Mais notre comportement, les autres qui nous regardent, peut-être n'ont pas le même avis que nous sur notre comportement. Et c'est pour ça qu'on peut tourner ces films, et c'est pour ça, je crois, que les gens ne jouent pas. Le documentariste américain Frédéric Wiseman, qui est mort hier à l'âge de 96 ans et à qui nous rendons hommage aujourd'hui dans les Midis de Culture. Donc il parle de cette séquence où, en fait, il dit, voilà, quand quelqu'un est devant sa caméra, il ne peut jouer qu'un seul rôle. C'est exactement ce qu'il raconte. Comment il parvenait à créer les conditions qui rendaient ça possible, Arnaud? Je craignais cette question. Ouais. Disons, pour Wiseman, c'est une position qu'il n'a jamais vraiment argumentée. C'est peut-être de l'ordre d'une croyance de créateur. Mais moi, je suis pas filmé. Enfin, s'il y a des caméras dans ce studio, mais je sais qu'on m'entend, donc quand même, je fais attention à ce que je dis, je m'applique. Peut-être, je me comporterai différemment et je parlerai différemment sans un micro. Donc, on peut tout à fait. La position de Wiseman, elle est fragile sur la présence d'une caméra qui ne fera rien. C'est simplement quelque chose aussi qui lui permet, je crois, cette question de l'écriture et de la réécriture au montage. C'est-à-dire qu'il a une position très radicale, pour reprendre les mots de Claire Simon aussi, c'est que le tournage n'offre aucun point de vue. Pour lui, les Séroches, c'est un chaos qu'il va ensuite organiser, polir, comme un dialoguiste aussi. Et donc, d'une certaine façon, filmer le chaos sans point de vue, il y a quelque chose de l'ordre du prélèvement d'une matière. Et le temps qu'il donne aussi Voilà. au tournage. Moi, il m'a beaucoup parlé de ça. Effectivement, c'est quand il disait que sur Welfare, il est resté 1 mois
plein. Donc il dit, au final, les gens avaient de toute façon des problèmes bien plus importants qu'un homme avec une perche et une caméra. Et que finalement, il disait qu'il n'était pas le sujet principal. Et il ne faisait pas de repérage aussi, parce qu'il me disait, mais tu te rends compte, si jamais j'assistais à la scène de Monsieur Hirsch ou dans Hospital, cet homme qui a cette crise d'angoisse, qui au bout d'un moment, on en rit parce qu'on n'a plus peur pour sa vie. Donc en fait, la scène dure et dure, ou cette fin de L'amour joué, le documentaire à la Comédie Française, où finalement cette doyenne, on a l'impression qu'elle recouvre la mémoire quand elle réentend du théâtre alors qu'elle est dans sa maison de retraite. Il dit, en fait, j'ai l'impression qu'il a suivi un mouvement de vie dans lequel il a vécu, et que ça, s'il l'avait vu en rush, en repérage, il se serait dit, mince, je suis passé à côté. Donc presque, il ne voulait pas savoir avant. Et d'ailleurs, je lui disais, mais est-ce que vous retournez sur les lieux? Il disait, pas tellement. En fait, de retrouver les gens, ou c'est parce que certaines personnes ont voulu retourner en contact avec lui, ou voir des images. Mais lui, c'était un temps passé, mais auquel il se dit, je suis là et je ne sais pas du tout ce qui va arriver de mon histoire que je vais composer plus tard. Par contre, il est pleinement là. Et ça, je crois aussi que c'est quand même politiquement très précieux, le rapport au temps. Et Julie Deliquet, vous avez donc adapté sur scène Welfare, son documentaire. C'est lui qui vous a appelé, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Vraiment un appel. Ouais. Je me rappelle, j'étais avec Florence Sévos à ce moment-là, qui co-signe les adaptations qu'on fait avec Julie André. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil et elle est là. Et elle est vraiment presque tombée de sa chaise. Moi, je crois que j'ai pas bien réalisé. Mais effectivement, ça a été pas du tout, en tout cas, une injonction ou un lien paternaliste qu'il a eu avec moi. Du tout, du tout. C'était vraiment un échange. On a 50 ans qui nous séparent. Finalement, il avait réalisé Welfare au moment où je l'ai adapté pour Avignon. Et je me rappellerai toujours quand on a salué tous les deux à la cour d'honneur du Palais des Papes, il m'a chuchoté à l'oreille, ils ont ri. Ils ont Et appris? en fait, oui, je crois que pour lui, c'était très important, en tout cas par rapport à ce film-là et certains autres, que c'était vraiment la question de la comédie humaine, c'est-à-dire que on est aussi bien dans la tragédie de la vie quotidienne que dans la comédie aussi humaine. Et en ça, il citait beaucoup Beckett. Et donc, c'est ça aussi qu'il a voulu me transmettre, c'était de dire, ne juge pas les travailleurs trop durement, ne prends pas non plus les demandeurs sociaux comme des victimes. Ce sont des sujets de personnes qui sont au bord de tomber de leur propre pays et qui prennent la parole, qui disent ce que finalement, nous toutes et tous, en tant qu'actifs, on accepte d'absurdité du monde, des grandes inégalités. Donc c'était vraiment plutôt ce dialogue-là qui était extrêmement fertile et horizontal, j'ai envie de dire. Et quel lien avait-il avec le théâtre? Il était amateur de théâtre. Alors moi, c'est pour ça qu'il m'a appelé. J'ai pas précisé, évidemment. C'est parce qu'il il allait au théâtre, c'était fou. C'était un amoureux du théâtre, et en France, à Paris. Et c'est vrai qu'il était, moi, il avait vu énormément de mon travail. C'est pour ça qu'il m'a appelé et qu'il m'a dit, voilà, il avait fait une adaptation, lui, pour l'opéra, je crois, à New York. Mais en tout cas, en termes d'adaptation théâtrale, il m'a dit, ça n'a mondialement pas été fait. Mais il m'a appelé en disant, mais par contre, je pense que c'est vous. Donc c'est comme ça que notre lien a démarré. J'aimerais bien qu'on revienne, Charlotte Garçon, sur cette question du montage dont on a parlé un peu rapidement. Mais donc, effectivement, les films, quand le tournage était un moment, mais c'est au montage qu'ils apparaissaient. Oui, et c'est aussi le montage, peut-être le lieu du rire, mais pas de la Ah oui. moquerie, par la distance, tout simplement, la distance temporelle que permet le travail de montage, la recherche, l'élaboration d'une architecture que nous, spectateurs, on ne reçoit pas tout de suite, mais peu importe. Mais je voudrais souligner, puisque comme il a disparu et qu'on sent sa perte immense, on a tendance à le monumentaliser. Et comme en plus il a beaucoup tourné dans des institutions, on a tendance à en faire, lui, bientôt une institution du documentaire. Et donc effectivement, je pense que c'est très important de rappeler son humour. Le fait qu'il a été nourri dans son enfance par les comédies des Marx Brothers, et qu'il était contre l'esprit de sérieux des bandes d'actualité avec cette fameuse voix off qui les précédait. Et donc, en fait, la comédie humaine, il faut vraiment entendre le mot comédie de manière forte, et penser aussi à tous les films qu'il a tournés dans les lieux d'art vivant, que ce soit l'Opéra de Paris, que ce soit la Comédie Française, on en parlait, et même dans Titicut Follies, le film sur l'horrible pénitencier psychiatrique qui porte le nom de la revue
du spectacle que font les pensionnaires. Ouais. Donc la musique et le rire sont très importants dans tous ces films. Il nous reste peu de temps, mais Arnoé, Ah non. peut-être. Oui, Non, je vous c'était écoute. pour revenir, c'est aussi ce jeu d'équilibriste. C'est que, je me souviens, j la chance de nos rencontres, quand on désignait quelque chose comme drôle, il disait: «Oui, mais c'est aussi, tragique» et quand on Mmh. disait: «Ah ça c'est vraiment horrible» et il, il disait: «Oui, mais est-ce que c'est pas drôle aussi?» Donc il y D'accord. avait toujours cette sorte, d'hésitation, du sens, d'hésitation, du monde comme ça qui est toujours, voilà dans un point d'équilibre instable entre la tragédie et la comédie et Welfare étant peut-être un des sommets. Nicolas Philibert, je vous laisse le dernier mot peut-être justement sur sur ce lien entre tragique et humour quelque part, dans son travail. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous étiez sensible et que vous avez eu envie peut-être de trouver aussi à votre tour? L'humour dans son travail et l'humour en privé, dans la vie. Mmh. Il avait énormément d'humour, il était caustique, il aimait rire, il aimait les histoires, il aimait la conversation. Il était, Arnaud l'a dit, en même temps quelqu'un de très secret, mais il était très à l'écoute, très attentif, très au courant de tout. Il parlait dernièrement, de l'Amérique de Trump. Il en était malade. Il était euh, tantôt très caustique et tantôt très bouleversé par Mmh. ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous nous sommes parlé il y a 10 jours. C'était bouleversant parce qu'il m'a appelé en quelque sorte pour me dire qu'on ne se verrait plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à votre micro, je suis très bouleversé. Je l'entends, Nicolas Philibert. Je vous remercie en tout cas d'avoir, accepté dans ces conditions de nous parler un petit peu de Frédéric, Wiseman. Je remercie tout le monde d'ailleurs. Merci Julie Deliquet, merci Arnoé, merci Merci. Merci. Charlotte Garçon. Pour aller plus loin, sachez que la masterclass Frédéric Wiseman, animée par Antoine Guillot, est à écouter sur le site de France Culture. Les Nuits de France Culture également proposent plusieurs entretiens. Et nous, ça nous a donné envie d'écouter une chanson qui accompagnait aussi votre spectacle, Julie Deliquet, Janis Joplin, Mercedes-Benz. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord. Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Boris Pinault, Marie Sorbier, Jules Barbier, Lise Ripoche, Zora Vignier, Mars Sauvassi à la réalisation, Louise André et Laurence Malonda avec Jean-Guilain Meige à la technique. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends.